Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et merci à vous, bien sûr, Marie Darrieussecq, Mette Olsen, d'être avec nous pour cette nouvelle séance du cycle Lost in Translation. Et je vais être assez rapide dans cette présentation, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez déjà le travail de Marie Darrieussecq. Moi, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Rappeler simplement, peut-être, Marie Darrieussecq, que vous nous arrivez là ce soir directement du Pays Basque, où vous êtes née, dont vous êtes originaire, et vous passez encore beaucoup de temps. Et c'est un territoire, une langue, une culture dont on retrouve évidemment l'empreinte dans vos différents livres. Rappelez peut-être aussi que vous avez exercé comme psychanalyste pendant de nombreuses années, après avoir vous-même suivi une psychanalyse. Et là aussi, je crois qu'on en retrouve la trace dans vos romans, dans tous vos livres, et qu'on vous a connu en 1996 avec un livre assez phénoménal à tous les sens du terme, c'était Truisme, paru chez POL, votre éditeur historique auquel vous êtes toujours resté fidèle. Roman assez phénoménal puisque ça racontait, vous vous en rappelez peut-être, la métamorphose d'une femme, une jeune femme esthéticienne en truie. Et phénoménal aussi parce que c'est un livre qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et qui a été traduit dans une quarantaine de langues. Voilà, question qui nous intéresse évidemment ce soir. Et par la suite, après Truisme, donc, sont parus presque un livre par an dans toutes sortes de genres, des romans, des essais, une biographie, une pièce de théâtre, également des nouvelles et également des traductions, puisque Marie Darrieussecq, vous êtes entre autres la traductrice d'Un lieu à soi de Virginia Woolf et aussi des lettres d'exil d'Ovide, pour ne prendre que 2 exemples particulièrement éloignés l'un de l'autre. On va évidemment parler de tout ça également. Et parmi vos livres, vos romans, je vais citer surtout ceux que Mette Olsen a traduits vers le danois, chez Tiderne Skifter, j'espère que je le prononce correctement. Mette Olsen, vous avez enseigné le danois à l'université de Lyon avant de vous consacrer entièrement à la traduction, en particulier traduction de littérature contemporaine française vers le danois. Vous avez traduit Virginie Despentes, Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb et Alice Zéniter, entre autres. Et de Marie Darrieussecq, vous avez traduit Naissance des fantômes, mais aussi Tom est mort, Clèves, Il faut beaucoup aimer les hommes, La mer à l'envers. Et enfin, vous traduirez probablement, on l'espère en tout cas, Fabriquer une femme, qui est votre dernier roman, Marie Darrieussecq, paru en janvier dernier, toujours chez POL, où on avait le plaisir de retrouver 2 personnages qu'on connaît bien maintenant, 2 personnages récurrents de votre œuvre, que sont Solange et Rose, qui existaient déjà dans Clèves et dont Il faut beaucoup aimer les hommes, et La mer à l'envers. Donc ce sont des livres qui sont très divers par leur sujet, par leur atmosphère, par leur genre aussi, qui vont du fantastique à l'autofiction parfois, de l'hyperréalisme à la dystopie, mais qui ensemble forment, je crois, une œuvre très très cohérente par la récurrence de certains thèmes. Le féminisme, l'écologie, la géographie, le corps aussi, qui sont des thèmes très importants de tous ces romans, par la récurrence, je le disais, de certains personnages, mais aussi de certaines atmosphères, de certains espaces, la mer en particulier, la forêt, et par cette manière qui nous intéresse particulièrement ce soir, d'ausculter presque la langue, d'examiner les mots, d'examiner ce que la langue dit du réel, ce qu'elle ne dit pas et comment elle nous façonne. Alors je vais d'abord me tourner vers Mette. Mette, votre première traduction, je le disais, c'était donc celle de Naissance des fantômes, qui est sortie en 1998. À ce moment-là, vous venez de vous installer en France, définitivement. Et on est à la fin des années 90, donc. Et Marie Darrieussecq donc vient de connaître ce très grand succès avec Truisme, mais autant Truisme était un livre plein de chair, d'odeur, d'humeur, de sensualité, et vous vous attaquez à un livre très différent, un livre qui est tout aussi court et tout aussi percutant, mais qui au contraire se construit autour d'une absence, d'un fantôme, d'un spectre, puisque Naissance des fantômes, c'est l'histoire d'une femme qui attend son mari. Il est descendu chercher le pain et il ne va jamais revenir. Alors, est-ce que vous vous rappelez, vous, de votre découverte de l'écriture de Marie Darrieussecq et peut-être de votre premier corps à corps avec cette écriture capable un peu de tout et son contraire?
Oui, oui. Enfin, d'abord, c'était avant de m'installer en France que j'ai traduit ce livre. C'est moins important. Oui, c'est vrai que c'est un peu loin, mais c'était dur d'abord. Tellement c'est un livre. Enfin, voilà, ça se passe sur un plan, justement, on est dans la psychologie, comme le monde vu par une femme qui a vécu un choc, qui est traumatisée, qui a vécu une perte, et qui, voilà, comment elle dans son état de choc, comment elle perçoit le monde. Et c'est vrai que enfin, après, c'était bien de commencer par ce livre. Enfin, je l'ai relu justement avant de venir ici. Je crois que je n'avais pas relu ma traduction depuis, par peur de ne pas aimer, enfin, ou de trouver ça pas très bien. Et finalement, j'étais rassurée, c'est comme ça va quand même, en fait. Et je pense que ça a été bien de commencer par ce roman. À l'époque, je ne savais pas que j'allais en traduire d'autres de toi. Mais je me rends compte maintenant, j'ai tout relu avant de venir ici, et c'est incroyable comment la cohérence justement de l'œuvre, comment tout est lié, en même temps que chaque livre est très différent, ils sont différents entre eux, mais il y a justement... Ce que j'essaie de dire, c'est ce style un peu minimaliste, un peu nouveau roman, un peu avec des moments, des images un peu instantanées, et qu'il faut vraiment traduire. C'est très précis. Et c'est ça que j'ai appris avec toi, peut-être l'importance d'être précis, parce que avec tes textes, c'est en fait pour traduire, pour arriver à traduire les vides entre les images, pour que ça tienne. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Vous parlez de la grande cohérence de tous ces livres. Effectivement, c'est très frappant. Mais quand même, là, ça arrive juste après Truisme. Est-ce que vous aviez découvert le travail de Marie Dariussec par Truisme, ou est-ce que vous entrez dans son écriture vraiment par Naissance des fantômes, qui est un livre, je crois, quand même très différent? Je crois que je n'avais pas lu Truisme avant, non. Non. D'accord. Voilà. Naissance des fantômes, Marie Dariussec, donc ce deuxième roman, je crois qu'il inaugure un thème assez central dans votre travail. On en parlait, cette affaire de fantômes, tous ces absents, ces spectres qui peuplent absolument tous vos textes. Il y a beaucoup d'absents, évidemment, dans vos livres, que ce soit l'absence d'un enfant dans Tom est mort, l'absence d'un mari, l'absence d'un amant, dont il faut beaucoup aimer les hommes, l'absence d'une amie dans le tout dernier, Fabriquer une femme, où on a ces deux personnages qu'on retrouve, Solange et Rose, qui se construisent vraiment dans le manque l'une de l'autre, ou peut-être dans le manque de leur propre part manquante. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais ce manque traverse vraiment tous vos livres. Et c'est un peu le pendant, l'envers de cet autre grand thème qui est le corps, je le disais tout à l'heure, qui là aussi est très très central, je crois, dans tous vos livres, cette écriture du corps. Qu'est-ce qui fait que vous écrivez toujours entre ces deux pôles ? Alors, déjà, je suis très contente d'être dans cet endroit aussi beau, et désolée pour le retard, j'arrivais du Pays Basque et le train était affreusement en retard. Mais sinon, j'habite tout près, en fait, j'habite Porte d'Orléans, donc je viens presque tous les jours me promener ici avec mon chien, Odette. Et je suis consciente que mon travail a, pour pas employer le mot grandiloquent de œuvre, mais mon travail a mis une bonne quinzaine d'années à prendre toute sa forme. Et on m'a beaucoup un peu reproché, les premiers livres, qu'ils étaient trop différents les uns des autres. Mais moi, je savais, parce qu'écrire est une longue patience, et traduire en est une autre. Mais je savais que tout mon travail allait dérouler tout ce qui était dans Truisme et tout ce qui était dans Naissance des fantômes, mes deux premiers romans publiés,
qui sont des romans très courts, très rapides, assez punk, et où il allait me falloir toute une vie pour dire ce que j'avais à dire, pas tant du corps, parce que tous les écrivains parlent du corps, mais disons de la métamorphose, et de l'autre métamorphose qui est la disparition. Et en plus, l'âge venant, enfin j'ai 55 ans, je commence à comprendre qu'on dit toujours aux femmes qu'elles écrivent sur le corps, et très rarement aux hommes, et ça me pose problème. Enfin, on n'est pas évidemment que des corps, mais on a, certes, il y avait un espace à occuper dans l'écriture féminine, mais ça m'embête en fait, cette histoire de corps, je sais pas. Bref, ça minorise un peu, je trouve, l'écriture des femmes de dire qu'elles écrivent sur le corps, comme s'il y avait que nous qui avions un corps. Bref. Mais truisme, donc effectivement, tu ne l'as pas traduit, Mette, et on peut juste dire un mot, c'est que le titre déjà était très difficile à traduire, même si ça ne te concernait pas à ce moment-là. Et il y a eu toutes sortes de réussites et de moins, disons, de moins bonnes idées. Mais chaque fois que je rencontre, et toujours avec plaisir, mes traducteurs ou mes traductrices, j'ai le sentiment d'être d'abord quelqu'un qui leur pose un problème ou des problèmes. Et la relation se fonde sur ces problèmes à résoudre. Et parfois, c'est un peu, il y a une forme d'irritation entre les deux. Et j'aime beaucoup accompagner mes traductrices et traducteurs, même si je parle 2 langues en plus du français, l'espagnol et l'anglais, et j'en lis, disons, 2 autres, quoi, l'italien et le latin, mais bon, ça. Et un peu le basque quand même. Par exemple, ma traductrice danoise, Mette, mon traducteur allemand, Franck et Patricia, ils sont 2, ma traductrice japonaise, Mako, je ne peux pas les aider directement, je ne parle pas leur langue. Et il y a parfois des petits points d'irritation parce que j'essaie d'expliquer. En fait, le travail, il me semble, moi étant traductrice aussi, le travail de la traductrice ou du traducteur, c'est de faire des choix permanents quand on ne peut pas respecter l'ambivalence dans la langue d'arrivée, dans la langue de la traduction. Et moi, j'aime beaucoup les ambivalences, les ambiguïtés, les images un peu... alors quand je suis du côté de la disparition, les images un peu vaporeuses, un peu moléculaires, du côté de la physique des atomes. Et quand je suis du côté de la métamorphose, les images, oui, de l'abondance, de la monstruosité. Et j'aime beaucoup que les images puissent contenir plusieurs versions pour vous, en fait, pour que vous fassiez votre roman. Et malheureusement, traduire exige souvent soit de réduire l'image, soit de choisir un des côtés de l'image, soit de trouver une image équivalente dans sa langue, mais qui n'est jamais exactement équivalente. Et alors, il peut y avoir des petits points, disons, de discussion. Voilà. Mais alors, comme je ne parle pas danois, je n'ai pas d'exemple précis en danois, mais je sais que ce sont toujours les traductrices et les traducteurs qui ont vu les problèmes dans mes livres, les incohérences. Par exemple, que tel personnage est habillé comme ça au début de la page, mais qu'il est habillé ensuite comme ça, mais il ne s'est pas changé. Donc, c'est vraiment une étourderie de ma part. Ou alors des coquilles, c'est fréquent, ou des temps des verbes bizarres qu'il fallait que j'explique un peu et qui parfois m'échappaient moi-même. Bon. Donc c'est un travail, c'est formidable parce qu'il y a effectivement un petit aspect, tout petit mais présent, de légère réécriture. Voilà. Et je sais que pour fabriquer une femme, je le sais déjà, il y a un jeu de mots. Enfin, oui, il y a un jeu de mots qui ne va pas être traduisible dans la plupart des langues. Et j'en ai déjà parlé à ta collègue Lisa Lindberg, ta collègue suédoise. Et je lui ai dit, il y a déjà une autre version possible pour... c'est un jeu de mots, mais à 2 balles, hein, parce que mes personnages, ils ne sont pas toujours très malins. Hein. Je les aime beaucoup, mais c'est Christian, le mari de Rose, qui lui fait remarquer que chaque fois qu'elle se fait mal quelque part, elle se fait mal au genou. Et il n'est pas psy, hein, il est agent immobilier, mais il entend bien que dans le genou, il y a je et nous, qu'il y a un problème de couple ou de famille. Genou, c'est un jeu de mots à 2 balles qui est un jeu de mots lacanien, en fait. Hein. Eh ben, allez traduire ça. Donc moi, je vais proposer, parce qu'elle se fait mal 2 fois au genou. Et il y a
il y a des incidences après, il faut qu'elle se soigne. Enfin, et donc, et en particulier, il y a une scène de cul, parce que j'aime bien écrire des scènes de cul, et quand on a le genou immobilisé dans une attelle, ben voilà, on est obligé d'inventer des choses en termes de position. Mais donc ça implique, c'est pas seulement un jeu de mots, ça implique des choses sur le récit. Donc je vais faire une version avec la cheville. C'est pas pareil, mais je vais réécrire un truc. Donc voilà, et il y aura une autre, c'est trop long à expliquer, mais il y aura un autre jeu de mots. Mais ça, on en parlera. Voilà. Pardon, je suis déjà très longue, mais il y a tellement de choses à dire sur la traduction. Mais c'est très passionnant, le double sens des mots, effectivement, c'est partout dans tous les textes. Alors pour prendre un exemple qui n'est pas encore à venir, puisque Fabriquer une femme, la traduction est en cours peut-être, ou sera en cours, mais si on prend un autre texte qui est La mère à l'envers, par exemple, ne serait-ce que le mot de mère, il y a ce double sens en français, et cette homophonie entre la maman et la mère océanique. Comment on se sort de ça, par exemple? Comment vous en êtes sorti? On n'a pas pu traduire ce titre avec la mère dedans. Enfin, et j'ajoute que c'est pas grave, parce que pour moi, c'est un jeu de mots qui m'embête un peu, en fait. Pour moi, il n'est pas nécessaire. Par contre, ça sonne très bien, La mère à l'envers. Et c'est bien que les gens puissent imaginer que je parle aussi du côté maternel, en vrac, quoi. Mais c'est vraiment pas grave, ça, si on le perd. Il y a des choses auxquelles je tiens plus. Oui, c'est l'éditeur qui avait trouvé le titre danois. On a cherché longtemps, on a discuté, lui et moi, et on a parlé de... Oui. Et finalement, c'est lui qui a trouvé, je trouvais ça assez génial. Over havet, under jorden, par-dessus la mer, sous la terre. C'est l'inverse, non. Oui, mais c'est en danois, en tout cas, ça marche bien, je trouve. Je ne sais pas si les danophones ici sont d'accord. Et sur le titre même de Fabriquer une femme, là aussi, il y a en tout cas un double sens, un double fond, de même que la mer se renverse. Là, le mot de fabriquer en français, il a deux connotations très différentes. Fabriquer, c'est à la fois créer, inventer, presque enfanter aussi. Et en même temps, il y a cette connotation plus négative de préfabriquer, enfin formater, manufacturer, toutes ces choses-là, falsifier presque. Quand quelque chose qui est fabriqué, un sentiment qui est fabriqué, c'est un sentiment factice aussi. Donc là, comment est-ce que vous imaginez, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi à cette... Pas encore. Mais bientôt peut-être. Marie Darrieussecq, j'étais sensible au fait que vous disiez, oui, vous y êtes très attentive et il y a quelque chose de très lacanien là-dedans. Je fais une passerelle avec ce qu'on disait tout à l'heure, votre expérience de la psychanalyse, qui marque nécessairement votre travail. Et peut-être d'une autre manière, moi je me disais aussi dans l'écriture même, dans le choix même des phrases et du rythme, des phrases qui sont parfois assez circulaires, ou un sens de la formule aussi, de phrases qui vont revenir comme ça dans le texte, un peu comme des sésames ou comme des mantras qui sont des guides pour vos personnages, ou des phrases qui les hantent. De quelle manière est-ce que vous avez le sentiment que cette expérience de la psychanalyse infuse votre travail, votre écriture ? Je crois que la psychanalyse, c'est tout un autre sujet, que ça nous amène trop loin de la traduction. Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir, même si évidemment toute ma vie est faite de mots et de travail sur les mots. Donc je botterai en touche. Ça, c'est mon côté rugbystique, peut-être. Mais j'écris à l'instinct, et la seule chose, peut-être, qu'effectivement, vous avez raison, un des traits évidents, c'est que quand on est sur un divan en psychanalyse, il y a des refrains, les récits se font en spirale, on revient sans arrêt sur des expériences fondamentales, et on les raconte, et on cherche sa propre histoire, pour se dégager des histoires que nous a raconté la famille, essentiellement, dans la névrose, bon bref. Mais donc, souvent, mes personnages vont avoir tendance à revenir comme ça, à ressasser des choses. Mais c'est très éloigné de mon expérience de la traduction. Là, en ce moment, je traduis Alice au pays des merveilles. Alors là, en termes de psychanalyse, c'est énorme, il y en a dans tous les sens. En fait, ça parle de zizi tout le temps, ça grandit, ça rapetit, ça parle d'addiction. Elle n'arrête pas de boire, en fait, ou de manger pour résoudre ses problèmes. C'est assez frappant. Et elle est d'une ténacité, d'une audace extraordinaire, cette petite fille. Et c'est un très grand livre sur l'angoisse,
c'est terriblement angoissant comme livre. C'est drôle, bien sûr. Et alors là, je vous dis pas... ce qui est merveilleux quand on retraduit des grands classiques, ce qui n'est pas a priori ton expérience, je crois. Tu traduis du contemporain. J'ai fait 2 nouvelles traductions de Balzac. Récemment, enfin, parmi les derniers. Le Père Goriot, entre autres. Le Père Goriot et Eugénie Grandet. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est nouveau pour moi. Mais oui. Et ce qui est formidable, je trouve, quand on retraduit des monuments, c'est moi, je me sens plutôt plus libre, parce que, ma foi, si les gens n'aiment pas ma traduction, ils vont en trouver d'autres très facilement. Et traduire a room of one's own par un lieu, parce que c'est pas a bedroom, c'est a room. Elle savait très bien ce qu'elle écrivait, Virginia Woolf. Et dans son essai, il y a des bedrooms, des rooms et des rooms et des bed sitting rooms, des studios en fait, des lieux, des chambres, des endroits où on s'assoit sur le lit. Donc elle savait très bien ce qu'elle écrivait et ça m'agace énormément cette traduction de une chambre à soi. Mais je comprends aussi que l'habitude est telle que peut-être les gens ils auront envie d'aller lire une chambre à soi, mais c'est pas la bonne traduction. Donc retraduire, c'est rectifier, c'est rendre un petit peu justice aussi, je crois. Mais c'est aussi quand j'ai traduit les lettres d'exil d'Ovide, je me suis rendu compte, j'ai traduit ça en 2007-2008. Internet n'était pas encore aussi développé, mais il y avait déjà, en fait, des dizaines et des dizaines de traductions d'Ovide en ligne, en français, en anglais, en espagnol, en arabe, en chinois. Évidemment, je ne pouvais pas les lire, mais je me disais, j'ai la place, quoi. J'ai la place et je peux faire preuve d'une certaine audace et ne pas hésiter à lui rendre la simplicité de sa langue. C'était des lettres écrites très simplement, mais qu'on a un peu latinisées, quoi. C'est-à-dire les traductions classiques qu'on a sont très très académiques et l'exemple canonique, c'est à l'époque, quand les poètes latins disaient cultivare heliconum, ça voulait dire faire de la poésie. Mais littéralement, c'est cultiver l'hélicon. Mais plus personne ne dit ça. Mais je veux dire, les jeunes aujourd'hui, même moi, je vois pas très bien ce que c'est un hélicon, à vrai dire. Et ça, en plus, ça rime mal, un hélicon. Bon, donc tout le monde traduisait par cultiver l'hélicon. Non, il faut traduire par faire de la poésie, parce que c'est un des syntagmes figés de l'époque. Donc pour eux, c'était évident. Donc voilà, avoir la liberté de redescendre un peu dans un français simple. Voilà, un français simple. Mais c'est pas toujours facile, la simplicité. Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur la traduction. Justement, oui, c'est le cas des classiques. Il peut y avoir plusieurs traductions du même livre. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça montre que ça ne veut pas dire que tu parles de rectifier, mais il ne s'agit pas que de ça, mais aussi de réécrire, d'écrire à nouveau. Oui, et voilà. Plus il y a de versions d'un livre, mieux c'est peut-être, parce que c'est pareil. Une traduction, c'est une lecture d'un livre, d'un texte. Et il y a pas deux, quand on parle de traduction littéraire, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Deux traducteurs ne feraient jamais la même traduction du même livre. Et c'est ça qui est intéressant, justement, que ce soit oui, je fais une toute petite parenthèse sur ce sujet. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à lire un texte récent de Jean-Philippe Toussaint qui est sorti à la rentrée dernière, qui s'appelle « Échec », où il met justement en regard différentes traductions du joueur d'échecs de Stefan Zweig, et il compare différentes traductions pour finalement lui-même en choisir une autre, le plus souvent, en justifiant ses choix. Et c'est absolument passionnant justement sur cette affaire de choix. Et il parle d'ailleurs de la traduction comme un perpétuel jeu d'échecs où il faut tenir en même temps toutes sortes de paramètres et d'inconnus à résoudre ensemble. Peut-être qu'on peut entendre un petit extrait, toujours sur cette question du double sens des mots, un extrait qui est au début de Clèves. On avait prévu des petites lectures, parce que c'est toujours bien d'entendre le texte. Je crois que vous pensiez à lire au début la page 15. Oui, voilà.
Mette Olsen a toute la valise des textes dans les deux versions. Au début, page 15, où il y a justement cette ambiguïté du mot. Non, pour parler de quoi déjà? La page 15. Ok, attendez. Ah oui, mais ça c'est oui parce que ça parle de. Choisis l'exemple. Oui. Oui, ouais. J'aimerais peut-être plutôt lire le début. Très bien, oui, oui. Pour montrer Entendons le côté, texte. Parce que moi, tu n'es pas très difficile à traduire, enfin, pour le dire un peu. C'est pas vrai. Enfin, oui, pardon. Je trouve pas très difficile de traduire des textes dans le sens, enfin, au niveau. Ce ne sont pas des textes compliqués au niveau vocabulaire ou syntaxe. Enfin, c'est pas vrai que c'est pas facile à traduire, mais même si c'est voilà, ce sont pas ce sont pas des textes très compliqués, mais enfin là où c'est difficile, c'est au niveau de justement la précision. Voilà, pour rendre, pour arriver à transmettre voilà, l'image de. Ouais, je voulais parler de ce, juste montrer le style avec les images qui se suivent. Tu n'as pas envie de le lire en français et puis je peux lire la traduction? Ah oui, bon, ça fait très très longtemps que j'ai pas relu Clèves, même si c'est le livre qui m'a amené à en lire, à en écrire, le lapsus. Ça montre en même temps comment souvent le début des livres résume un peu l'ensemble. Le début des livres est infernal à écrire. C'est pas toujours mes passages préférés, les débuts, hein, parce qu'effectivement ça doit contenir tout le reste d'une certaine façon. Mais vas-y donc à ta kermesse, 10h du soir au mois de juin. Ses parents ont du monde, ils boivent du rosé. Mais vas-y donc à ta kermesse. Leur copain siffle quand elle se montre avec sa robe. Sa mère l'embrasse et lui frotte la joue à cause du rouge à lèvres. Son père lui donne un billet de 10 francs. Elle gambade sur la route, un petit saut à chaque pas, un bruit glissant. Chif, chif. Sa robe bat l'arrière de ses genoux. Des chiens rouges sont brodés le long de l'ourlet. C'est sa robe préférée. Elle passe devant chez M. Biotz. Elle est contente qu'il ne soit pas sur son perron. Un mouvement de foule et elle entend « Ton père, ton père !» Elle lève la tête vers le clocher. Les aiguilles font un angle comme l'index et le pouce, un revolver. Minuit moins le quart. Elle avait la permission de 11h30. Putain, putain, la bouche de Nathalie. « Ton père !» En rouge humide. J'arrête là? Oui. Voilà, pour donner une idée de toutes ces images qui se suivent et il faut que ça donne une image, un ensemble. Mais bon, je ne sais pas si ça a du sens de. Je pense qu'il y a des tas de danophones dans la salle et c'est bien de voir. Peut-être pas très. Levez la main, les danophones. Si, ok, très bien. Un petit peu, on fera peut-être pas pour chaque extrait, mais. Très bien. Så kom der afsted med dig til den byfest. Den er 10 om aftenen i juni måned. Hendes forældre har gæster, de drikker rosévin. Så kom der afsted med dig til den byfest. Deres venner pifter, da hun viser sig i sin kjole. Hendes mor kysser hende og gnider hende på kinden på grund af læbestiften. Hendes far giver hende en 10-francs-seddel. Hun hopper hen ad vejen i gadedrengeløb. Et hinketrin for hvert skridt. En glidende lyd. Wish, wish. Kjolen basker mod hendes knæhaser. Den har små broderede hunde langs kanten af skørtet. Det er hendes yndlingskjole. Hun kommer forbi Hun kommer forbi Biots hus. Hun er glad for, at han ikke sidder ude foran på stentrappen. En uro i menneskemyldret, og hun hører, din far, din far. Hun ser op mod klokketårnet. Viserne danner en vinkel, ligesom en peger og tommelfinger, en pistol. 11:15. Hun skulle være hjemme senest 11:30. For fanden, for fanden. Nathalies åbne mund. Din far er fugtig rød. Vous disiez oui, la précision de ce passage, rendre la précision de ce texte. Là, par exemple, parce que vous aviez
des souvenirs de ce qui vous a particulièrement posé problème dans ce passage-là, ou du défi un peu que représente la traduction de cette ouverture tellement importante et stratégique pour le reste du texte? Peut-être pas spécialement ce passage. Enfin, je ne me rappelle pas trop comment c'était. Alors, en tout cas, c'était bien qu'on entende le texte aussi pour une autre raison qui est, je crois, la musique de vos textes, Marie Darrieussecq. On entendait là ces onomatopées qui reviennent vraiment de livre en livre, qui font souvent la pulsation aussi des textes. Je parlais tout à l'heure de la circularité de certaines phrases, de leur rythme. Je crois que la bande-son est vraiment très importante, avec aussi parfois des échos ou des vers blancs au sein du texte, des rimes. Mais là aussi, j'imagine que ça n'est pas évident à retranscrire la musicalité d'une langue quand on n'a pas les mêmes sonorités et la même syntaxe à disposition. Est-ce que ça fait partie dans vos échanges, des discussions que vous pouvez avoir autour de la traduction d'un livre? Est-ce que tu essayes de respecter la longueur des phrases, par exemple, là, je vais très vite, c'est très lapidaire. Enfin, je décris ni la famille, ni la maison, ni tout ça, ça m'ennuie de toute façon. Donc, il y a une kermesse, il y a un père qui va être problématique, il y a une petite fille qui est contente d'aller à la kermesse, elle a mis sa robe préférée, et on sent que il y a un truc qui ne va pas aller. Mais donc, c'est en 15 lignes tout ça. Est-ce que tu essaies de respecter le rythme du coup? Oui, justement, voilà, c'est ça le défi. Oui. Par exemple, puisque j'ai Alice au Pays des Merveilles dans la tête en ce moment, l'anglais, c'est bien connu, est beaucoup plus économe que le français. Et parfois, Lewis Carroll, il sait très bien ce qu'il fait, il va vite, quoi. Et parfois, en français, on a besoin de mettre 2 fois plus de mots, en fait. Donc j'essaye, et je peux... Comme ça reste une langue anglaise très classique, magnifique, mais classique, je ne peux pas inventer un français trop moderne non plus. Enfin, j'essaie de respecter la tonalité historique aussi. Et oui, il y a des choix à faire, mais c'est passionnant. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Ce qui est bien aussi, c'est si ça met, disons, le lecteur dans le même état, peut-être, à la lecture. Enfin, là, c'est vraiment mon point de vue de lectrice qui parle. Je pense à Fabriquer une femme, où il y a cette scène d'accouchement où le rythme est si rapide. Enfin, je ne sais pas exactement quelle a été votre recette pour cette scène-là, mais on sort de là, soi-même en tant que lecteur, aussi essoufflé, presque cette jeune accouchée, qui est complètement pantelante et haletante d'avoir mis cet enfant au monde. Et voilà, on ressort un petit peu dans le méta. Il y a probablement des astuces de compensation si on ne peut pas récupérer ça sur le rythme de la phrase parce que la langue est moins économe en mots, peut-être sur les sonorités, ou il y a d'autres manières peut-être d'accélérer le rythme d'une phrase. J'avais un exemple très frappant pour moi, parce que c'est un cadeau incroyable d'être traduite. Enfin, de toute façon, être traduite, c'est... moi, quand j'étais petite fille, comme cette gamine, je voulais écrire. Je ne rêvais pas d'être traduite. Enfin, être publiée en français, c'était déjà énorme. Donc, être traduite, c'est merveilleux. Voir des gens qui passent des heures, des journées, des mois sur mes romans, c'en est presque gênant. C'est une attention presque gênante. Je me dis, waouh, j'espère que ça vaut la peine d'être traduit. Enfin, j'espère que c'est bien, quoi. Donc ça donne une relation extrêmement singulière et des expériences. Donc au tout début, je vais parler de truisme, parce que ça a été pour moi un choc et un émerveillement d'être autant traduite, que ce livre circule autant dans tellement de langues. J'arrive toujours pas très bien à l'imaginer, en fait, ça reste un peu bizarre. Et j'étais tout simplement à Berlin avec mon traducteur allemand Frank Heibert, et pour faire une lecture. Alors je parle pas allemand, mais quand on est traduit, c'est pas très compliqué de suivre. Donc il lisait en public, et je savais un tout petit peu d'allemand, et je voyais où il en était, quoi. Et ensuite, à mon tour, je lisais en français. Et ce qui était très déroutant pour moi, c'est que le public riait à des moments où, objectivement, c'était pas drôle en français.
Et en fait, sa méthode à lui, et c'est une vraie méthode de traduction complètement légitime, c'est que quand il ne pouvait pas faire une blague au même endroit, il déplaçait la blague à un autre endroit. Quitte à tordre un peu le texte, je sais qu'il y avait eu il y a des gens qui avaient, pas ce jour-là, mais il y avait eu des gens qui critiquaient cette méthode, quoi. Donc je ne sais pas si toi tu as ce genre d'économie globale du texte. Pas d'une façon aussi brutale que ce que tu décris peut-être, mais c'est vrai qu'il y a cette technique de compensation, enfin oui, ouais, on peut être, obligé, non, on n'est obligé à rien, mais ça peut, c'est justifié, je trouve, oui, voilà, si ça marche. Moi, je sais que j'ai une tendance, parce que je suis écrivaine, à surtraduire. C'est-à-dire, j'ai une tendance à vouloir, c'est complètement outrecuidant, hein, à vouloir améliorer Lewis Carroll, quoi. Bon, donc, mais je suis tellement dans son esprit, j'adore tellement ce qu'il raconte, sa fantaisie, que là, par exemple, je sais que dans le train, qui était en retard, donc j'avais le temps, j'étais en train de discuter avec moi-même parce que vers la fin de Alice au Pays des Merveilles, là, je suis dans la phase où je relis ma traduction. C'est pour un petit éditeur formidable qui s'appelle Cambourakis. Ça sera illustré. C'est illustré par celle qui a fait les Moomins, là. Elle est danoise. Comment elle s'appelle ? Finlandaise. Pardon, ça c'est les Français et la Scandinavie. Merci. Enfin, c'est moi et la Scandinavie. Et oui, tu as raison, elle est complètement finlandaise. Donc, c'est la reine de cœur. On est à la fin. La reine de cœur veut couper la tête de tout le monde, vous vous rappelez. Et il y a la duchesse qui, elle, veut pas se faire couper la tête. La duchesse, elle veut qu'à chaque phrase, il y ait une morale, face à cette reine qui veut décapiter tout le monde. Et la duchesse est interrompue par la reine qui veut la décapiter au début du mot morale. En anglais, c'est comme quelque chose comme she was beginning to say and la morale à tout ça. And the M. En anglais, Lewis Carroll dit and the M. 3 points. Et j'ai terriblement envie de ne pas dire et la M, mais de dire et la mort, comme la morale. Mais c'est surtraduit. C'est surtraduit. Et il ne faut pas faire ça, parce que ce n'est pas ce qu'a écrit Carroll. Bien sûr que la mort est partout, mais à ce moment-là du texte, Carroll n'est pas en train de faire un jeu de mots avec death. Donc, j'ai envie, tu vois ce que je veux dire ? Et comme j'ai eu des déperditions à d'autres endroits, comme il y a eu des endroits où j'ai pas pu traduire exactement tous ces jeux de mots, toutes ces blagounettes là, je suis en train de discuter avec moi-même, tu vois. C'est ça la question. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Dans quelle mesure est-ce que ça devient mon texte ? C'est moi qui écris la traduction. Donc, je suis autrice aussi, mais en même temps que ce n'est pas mon texte. Je transforme de toute façon. La traduction, c'est toujours une transformation de toutes les variétés de traduction du même texte. Mais voilà. Et Marie Darrieussecq nous disait que choisir des auteurs morts, forcément, c'était plus pratique parce qu'ils n'ont pas forcément leur mot à dire et que ça laisse une grande liberté sur l'interprétation. Oui, là, c'est moi qui surinterprète, pour le coup. Mais justement, quelle est la nature, vous, de vos échanges ? À quel point est-ce que vous demandez la validation à l'auteur même dans les libertés que vous pouvez avoir prises au moment de faire un choix? J'ai beaucoup de respect. Je respecte ce que tu me dis si je te pose une question. Mais oui, c'est... Je ne sais plus quelles sont les questions que je te pose. On aurait dû reprendre tous nos mails parce que un aspect aussi intéressant, au fond je crois que c'est la première fois que j'y pense, c'est que tous les échanges que j'ai avec toi ou d'autres traducteurs passent par l'écrit. Ce sont systématiquement des mails. Moi je déteste le téléphone et je déteste Zoom ou les visios, donc ça s'écrit, c'est par écrit qu'on échange. Et en général ça va extrêmement bien aux traducteurs et traductrices qui sont des gens de l'écrit. Et donc on bataille par mail, on se répond. J'ai souvent
Souvent, j'ai des fichiers de questions qui arrivent à la fin du premier jet et où je dois répondre point par point. Et parfois, c'est drôlement difficile et c'est assez long à faire. Non, mais non, des fois, c'est un peu déconcertant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une difficulté de sens. Alors, c'est jamais, bien sûr, évidemment, ils comprennent le sens, c'est pas la question. Mais est-ce qu'il y a une ambivalence irréductible, quoi. Ça me frappe beaucoup. Et j'imagine que c'est très variable aussi selon les traducteurs, leur habitude de travail, la langue aussi, qui pose plus ou moins de difficultés. Oui, aussi, ce qui est déroutant, c'est que on n'est pas obligé de parler un français parfait pour être un très bon traducteur ou traductrice. Par exemple, ma traductrice japonaise, Mako Takato, qui est une très grande universitaire, une philosophe, son français comme ça à l'oral, il n'est pas parfait. Par contre, elle comprend extrêmement bien ce que je raconte, et je suis sûre que... il y a des critiques aussi, il y a de la presse, enfin, je suis sûre que son travail est remarquable, mais je ne peux pas en juger. Donc et moi-même, par exemple, mon latin n'était pas terrible. Enfin, je me suis beaucoup évidemment appuyée sur le gaffio. Enfin, mon vocabulaire latin était pauvre, mais c'est pas grave. Enfin, ce qui compte, c'est ce que ça va donner à l'arrivée, quoi. Mais je me rappelle pas de questions précises là tout de suite. On n'a pas. Par contre, je me rappelle que je suis très contente de te voir aussi parce que pas que toi, mais tous les auteurs que j'ai traduits, j'ai jamais eu l'occasion de poser la question qu'est-ce que ça fait d'être traduit, enfin, de voir ces textes traduits dans une langue qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Je me dis que ça doit être très désagréable ou angoissant ou de ne pas pouvoir vérifier. C'est une histoire de confiance. Et c'est vrai que parfois, j'ai une seule mauvaise expérience, et je ne connais pas la personne qui a traduit, donc ma foi, je me lance. C'était justement pour Naissance des fantômes, un espagnol. Et pour le coup, je parle assez bien espagnol et je le lis de façon fluide. Et quand je reçois le livre, donc j'avais pas. Alors il y a ça aussi, c'est très particulier. Il y a des traducteurs. Souvent, c'est quand même un métier de gens qui aiment bien rester chez soi. Et c'est pas un métier de grand causeur, quoi. Enfin, donc il y a des gens. J'ai rencontré en particulier une fois mon traducteur catalan. Il était terrorisé. En fait, il voulait pas me parler. Et je peux comprendre. Donc il y a aussi. Donc je ne savais pas. Je n'avais eu aucun contact avec cette traductrice, je crois, espagnole. Elle m'avait pas posé de questions. Elle m'avait pas. Pour Naissance des fantômes. Et donc quand je reçois le livre, chez POL, ils reçoivent les livres traduits. On en reçoit en général une dizaine. Et je l'ouvre pour regarder, la couverture était bien. Et bon, la première phrase de Naissance des fantômes est d'une simplicité absolue. C'est « Mon mari a disparu ». Point. Et qui d'ailleurs, une situation stéréotypique. Hein. Vous savez, ces histoires de gens qui vont chercher le pain et qui ne reviennent pas. C'était un pur prétexte pour démarrer un roman sur l'absence, en fait. « Mon mari a disparu ». Eh bien, en espagnol, ça donne, vous comprendrez, je pense, Nadie sabe dónde está mi marido. Personne ne sait où est mon mari. Ça n'a rien à voir. Le sujet n'est pas le même. Au lieu de mon mari, on a personne. Le verbe n'est pas le même. Disparaître est remplacé par savoir. Ne pas savoir où. Moi, j'ai jamais dit où. Alors, en plus, justement, tout le sel peut-être de ce roman, c'est qu'il a disparu nulle part. C'est un livre sur les failles dans l'espace-temps, quoi. Et elle, la traductrice, elle me met un où, c'est quoi un adverbe, je sais pas, de lieu, d'emblée. Personne ne sait où mon mari a disparu. Non, il n'y a pas de où dans ma première phrase. Ça me met dans une rogne. C'est quand même pas difficile de traduire à desaparecido mi marido. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on va chercher Et Nadie sabe dónde está. Oui, c'est ça. Et en plus, bon, ça c'est l'espagnol qui le veut, mais c'est quand même assez important de respecter les deux premiers mots d'un livre. Les deux premiers mots de ce livre, c'est mon mari. Et là, il se retrouve à la fin, mi marido, et le premier mot, c'est nadie, personne. Je suis désolée, ce n'est pas la même phrase, et c'est même au-delà. Enfin, ce n'est pas le même livre. Donc ça, c'est quand même très, très embêtant, quoi.
Et je me rappelle, j'ai eu la chance de connaître très bien Nathalie Sarraute à la fin de sa vie. Nathalie, elle parlait russe et anglais et allemand merveilleusement bien. Et un jour, je me rappelle, j'étais là quand elle a reçu une énième traduction de, je sais plus, je crois que c'était Les Fruits d'or. Et c'était, alors là, je me rappelle plus la langue. Et elle l'a jeté comme ça par terre et elle m'a dit « Dieu sait ce que c'est !» Et oui, donc c'est quand même une histoire de confiance. Mais je trouvais qu'elle exagérait, elle faisait un peu sa diva, parce que c'est quand même génial. Moi, je pense qu'il vaut mieux être même un peu mal traduite que pas traduite, parce qu'on a tous et toutes l'expérience de deviner le livre derrière une traduction, quoi. De lire en se disant « Oh là là, punaise, qu'est-ce que c'est mal traduit ?» mais de deviner le livre derrière. Et c'est quand même déjà pas mal, quoi. Bon. Il faut pas. Et puis c'est un métier très très mal payé, donc je comprends aussi qu'on fasse ça vite, quoi, des fois. Non, mais c'est vrai, il y a une économie tragique de la traduction. Enfin, Tout à l'heure, vous avez parlé assez rapidement du fait que parmi les questions qu'on vous posait, il y avait des questions sur le temps des verbes. Il se trouve que la question du temps, elle habite vos livres, je crois, d'une manière plus générale. Cette texture du temps, cette élasticité du temps, c'est vraiment quelque chose que vous travaillez beaucoup de livre en livre. Et effectivement, au niveau de la langue, il arrive que parfois, dans une même phrase, vous glissiez du passé simple au présent, ce qui est assez frappant, mais qui finalement ne trouble pas tellement la lecture. Au contraire, je trouve que parfois ça crée des télescopages intéressants. Je pense à l'exemple récent de Fabriquer une femme, où ça matérialise très bien le fait que ces deux filles, Rose et Solange, se sont à la fois perdues de vue et en même temps jamais complètement quittées, enfin que le passé dans le présent et ainsi de suite. Mais je crois, pour le peu que je sais de la langue danoise, que le système de conjugaison est très très différent du système français, que par exemple il y a une seule forme du verbe pour toutes les personnes, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Alors comment on se sort de cette traduction des temps? On a un pronom, comme en français d'ailleurs, mais voilà. Est-ce que c'est pas très grave? Ça fait la confusion. Est-ce que vous avez souvenir de ces glissements de temps au sein d'une même phrase, ou vous vous êtes dit peut-être comment? Pas spécialement. Enfin, ça n'a pas dû poser problème. En particulier? Non. Non. Ça fait partie des questions qu'on vous a posées, Marie Darrieussecq. Vous demandez est-ce que c'est... Oui. D'accord. Il y a vraiment toutes sortes de personnalités avec les traducteurs et les traductrices. Et dans 2 cas, pour 2 pays au moins, la traductrice est aussi mon éditrice. Et c'est super d'ailleurs parce que ça donne des femmes, pour le coup, qui s'occupent des livres, de mes livres, d'une façon très puissante et très affectueuse même. Mais dans au moins un des 2 cas, l'éditrice traductrice a assez envie d'améliorer, mais très fort, et elle aurait tendance un tout petit peu à normaliser certaines de mes anomalies. Et mes anomalies, j'y tiens beaucoup, et je sais qu'elles sont même déroutantes pour un public français, mais je sais très bien qu'on n'a pas le droit, de façon académique ou scolaire, de commencer au présent, de continuer au passé simple et de finir au passé composé. Mais moi, j'ai besoin de le faire. Et donc, il ne faut pas chercher à améliorer ça. Par contre, je sais aussi d'expérience comme traductrice que, par exemple, Woolf, c'est quelqu'un qui répète énormément les mêmes verbes. Think, suppose, imagine, walk. Elle walk beaucoup, elle marche beaucoup. Le français supporte un tout petit peu moins des répétitions à ce point-là. Alors, des fois, je coupais un peu ces répétitions en me demandant vraiment si c'était légitime, quoi. Donc, entre améliorer et respecter la langue française, it's a thin line. C'est vraiment c'est un métier où on se pose des questions en permanence. Autre glissement que vous vous permettez parfois, c'est les accords en genre où le féminin l'emporte pour une fois dans l'écriture, qui là encore n'est pas
pas encore académique, et qui fait partie de cette ligne féministe qui court de livre en livre depuis Truisme, et d'en fabriquer une femme à nouveau. Vous avez par ailleurs participé à un livre collectif sur l'écriture inclusive. Je me demandais si en danois c'était aussi des questions qui se posaient, un débat, cette question de l'accord en genre, en nombre. Oui, mais c'est moins compliqué. La question se pose moins en danois parce qu'on n'a pas les genres masculins et féminins. On a quand on parle de grammaticalement parlant, voilà, quand on parle de genres grammaticaux, on a 2 genres, mais c'est pas masculin féminin, donc c'est oui. Il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas d'accord. D'accord, non, voilà. Oui, ce non. Qui simplifie il peut y avoir une question de pronoms. Il, elle, ça existe aussi, mais c'est moi. C'est l'occasion pour moi de parler d'un projet que je vais, un livre que je vais traduire. Là, à la rentrée, je vais attaquer une nouvelle traduction du roman de Monique Wittig, Le Poponax. Et je suis très très contente c'est une chance de pouvoir faire ça. Et justement, c'est très intéressant parce que elle évite c'est un roman de 1964 dans lequel elle parle déjà de, enfin, elle évite les genres, les catégories voilà, binaires. Elle évite les pronoms masculins, féminins dans son texte français. À la place de dire il ou elle, elle dit on, qui remplace. Enfin, c'est un livre fantastique. C'est très nouveau roman justement de l'époque. Et c'est le monde vu du regard, avec le regard d'un enfant, ou vu perçu. Et c'est magnifiquement décrit. Et au lieu de dire, c'est une fille qui c'est elle la narratrice. Enfin, c'est raconté à la 3e personne, mais c'est elle qui voit, mais au lieu de dire je ou elle, c'est on. Et aussi parce que ça parle de, pas seulement parce que c'est un enfant qui, justement, on a un équivalent du on, donc c'est faisable. C'est Monique Wittig qui a inventé le quelqu'une, que moi j'utilise aussi. Mais par exemple, moi je fais des petites, en ce moment, dans la presse, comme ça, un peu discrètement, ou quand je fais des interviews, je dis la personnage, parce qu'il n'y a aucun problème à féminiser le mot personnage, ça se termine par un E, la personnage. Je traite toujours de personnage féminin, donc plutôt que de dire le personnage féminin, dire la personnage, c'est économique, et c'est frappant, je trouve ça élégant. Et ça, je ne sais pas comment on peut le rendre dans d'autres langues, tu vois, parce que the character en anglais, la personaje en espagnol, ça marche. Et en basque, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de genre non plus en basque. On ne peut pas... ouais. Mais me vient en tête, je suis obsédée par Alice, là. Donc, dans la scène où elle reçoit des conseils d'un caterpillar, une chenille, et elle dit « sir, sir, sir ». Et bien sûr, c'est une scène très, très amusante et à la limite de l'obscénité d'ailleurs, parce que le caterpillar n'arrête pas d'expliquer à Alice que quand on grandit et qu'on rapetit, on reste quand même la même personne. Et le dessin en plus qui accompagne, enfin, c'est complètement phallique, quoi. C'est vraiment une érection et voilà. Et Alice est un peu médusée, mais c'est la chenille. Alors, problème. Est-ce que je laisse tomber l'aspect phallique, qui de toute façon est présent absolument dans la totalité du livre, donc un peu plus, un peu moins, mais ça m'embête un peu. Est-ce que je prends donc, parce que la chenille, c'est Madame la chenille, c'est Madame. Tout le dialogue au Sir, je ne me vois pas dire la chenille et Monsieur, vous voyez, et Monsieur de façon répétée. Donc la chenille, c'est Madame, Madame de façon répétée. Ou alors, autre liberté peut-être outrecuidante, dire
le mille-pattes et tout faire au monsieur. Mais c'est pas un mille-pattes, c'est une chenille. Et en plus, c'est très important qu'on ait affaire à un insecte qui se métamorphose, qui passe du stade de chrysalide à papillon, parce que c'est un des enjeux du texte. Même quand on se métamorphose, on reste la même personne. Et à ma connaissance, les mille-pattes ne font pas ça. Donc je crois que je vais laisser tomber l'aspect phallique et dire madame. Mais c'est vraiment une question de choix. Et heureusement, j'ai une très bonne jeune éditrice, Charlotte Groux, qui est très très présente. Et ça, c'est quand même très important, non, le regard que l'éditeur ou l'éditrice aide à choisir. Je ne sais pas si tu avais ce genre de relation avec Klaus Clausen. Est-ce qu'il avait le temps de se pencher sur les manuscrits, sur les manuscrits de traduction de très près? Oui, souvent c'est lui qui faisait la relecture, enfin pas toujours, mais on pouvait toujours, j'ai toujours pu discuter avec lui. Oui, c'est important, c'est vrai. Marie Darrieussecq, vous nous disiez en basque pas de genre, et je voulais vous interroger là-dessus parce que le basque c'est pas du tout anecdotique dans votre vie. Votre mère le parlait, j'imagine toute sa famille aussi. En dehors de ce non-genre des mots, est-ce que vous avez l'impression que ça imprègne votre écriture à d'autres titres? Et la famille de mon père aussi le parlait. C'est une langue qui est présente de tous les côtés, qui a été plus ou moins interdite, plus ou moins refusée. Ma mère était interdite de parler basque à l'école. Mon père ne voulait pas le parler parce qu'il trouvait ça ringard. Lui, c'était un homme des années 80 il croyait à la République, il croyait à notre école de la République. Ma mère aussi, elle était prof en collège, mais elle avait un rapport compliqué au français. Elle était prof de français. Paul Tchaikovsky-Laurence, mon éditeur, m'avait dit au début, il y a longtemps, au début où on se connaissait, qui remarquait chez les écrivains et écrivaines qui venaient d'une autre langue ou dont la famille avait été bilingue, trilingue, que c'était une richesse et que ça habitait leur français. Et c'est ce que disait Proust, les écrivains écrivent le français comme une langue étrangère, je paraphrase mal, mais ils écrivent dans une langue étrangère, leur langue maternelle, quoi. Et le basque a infusé mon français de manière à la fois très sourde et très présente. Et moi, un de mes projets, c'est la vie est courte, mais j'aimerais beaucoup traduire du basque. Je le parle pas, mais je le comprends et je le lis mieux parce que quand on lit, on n'a pas la rapidité du locuteur, on n'a pas. Donc je peux m'asseoir, prendre un dictionnaire pour tous les mots que je connais pas et avancer petit à petit. Et j'adore lire en basque, mais il y a une patience de la traduction qui s'accorde bien avec. Bref, un jour je ferai ça, mais il faut que je trouve le temps. Et je voudrais traduire un poète qui s'appelle Koshepa Sarionandia, que j'aime beaucoup. Voilà. Vous nous parliez tout à l'heure de cette Alice qui dit sœur à cette caterpillar, à cette chenille. Il y en a une autre qui dit monsieur, c'est Solange, monsieur Biotz dans... Et d'ailleurs, Biotz, ça veut dire cœur en basque. C'est le seul personnage qui a vraiment du cœur. Et il va être massacré à cause de ça, d'ailleurs. Mais il a du cœur, cet homme. Même s'il ne se comporte pas toujours très bien, mais bon... Et je m'arrêtais sur ce monsieur Biotz parce que ce qui rend vos personnages si vrais aussi, c'est que vous vous attachez vraiment à leur phrasé, leur manière de parler, leur âge, leur milieu, l'époque dans laquelle ils s'inscrivent. J'imagine que ça, c'est aussi un des défis pour la traductrice que vous êtes, Mette Olsen, de rendre tous ces sociolectes, cette manière de parler. Par exemple, Solange, elle dit la mère à Rose, alors que Rose dit la mère de Solange. Et voilà, ce sont deux meilleures amies, elles habitent l'une en face de l'autre, mais il y a déjà cette petite différence dans leur manière de parler qui change tout. Et puis il y a toutes les références d'époque aussi, les références musicales. Comment on se sort de ça, de cette transposition? Oui, enfin, il faut chercher. C'est vrai que le travail de traducteur, c'est un travail solitaire. Et souvent, les traducteurs ou traductrices sont des solitaires. Moi aussi, pas très à l'aise toujours pour parler devant un public, etc. Mais qu'est-ce qu'on disait? Comment on fait pour les classes sociales, les mélanges des langues, c'est langues dans les langues. Sortir, enfin, connaître un peu le monde, les gens, être à l'écoute, écouter différentes langues ou sociolectes, ou voilà, être au courant. Et c'est ça, justement, je te dis que
c'est pas très compliqué au niveau grammatical, enfin, le vocabulaire dans tes textes, sauf que le vocabulaire, ça devient difficile des fois parce qu'il y a souvent des langues dans la langue, d'autres, voilà, des sociolectes ou... Je suis dans une phase de traduction parce que ça m'arrive souvent, une fois que j'ai publié un roman, de faire une pause et de laisser mes romans venir. J'en ai au moins 2 ou 3 en tête là, mais je ne veux pas m'y mettre tout de suite. Et donc je traduis aussi parce que tous les jours il faut que j'écrive, et traduire est donc une façon d'écrire, mais sans me mettre à mes romans. J'ai toujours besoin de faire ça. Et donc je traduis Alice, mais je traduis aussi, en même temps en fait, un premier roman pour lequel j'ai eu un coup de cœur, qui s'appelle I'm a Fan, de Sheena Patel. C'est une jeune femme anglaise qui habite à Londres, qui doit avoir 31 ans. On est un petit peu en contact par mail, mais je lui ai pas encore posé Je lui ai posé une première série de questions auxquelles elle a très gentiment répondu. Mais elle est donc, elle décrit avec énormément d'humour et d'ironie et de cruauté, disons, un milieu londonien à la fois fauché et branché dans le monde de la télé et de l'art. Elle a une langue incroyablement neuve, je trouve. Enfin, c'est horriblement difficile à traduire, si j'avais su. Alice, bizarrement, est beaucoup plus facile à traduire, mais vraiment. Et cette langue de cette jeune femme de l'immigration indienne, donc il y a en plus un argot. Par exemple, du coup, évidemment, qu'est-ce que je fais? J'appelle, pour le coup, je téléphone, non, par mail d'ailleurs, j'appelle un vieux copain londonien qui est né à Londres, qui a toujours... Et je lui dis, Darian, ça veut dire quoi ça? Et il ne sait pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il demande à ses enfants qui sont adolescents, mais qui ne sont pas dans le même milieu. Donc là, dans ce cas-là, j'envoie un mail à Sheena Patel. Je lui dis, excuse-moi, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, alors qu'Alice, mine de rien, Alice, en fait, je comprends tout. C'est difficile à traduire, mais il n'y a aucun problème de compréhension, quoi. Ça, c'est quand même, quand on est traductrice, si on ne comprend pas du tout, c'est quand même embêtant, quoi. Un exemple similaire très précis dans l'un de vos textes, c'est dans Il faut beaucoup aimer les hommes, ce cam-franglais, donc le mélange de camerounais, de français, d'anglais, que parle l'un des personnages qui est pygmée, je crois. Donc on est sur un tournage, peut-être qu'on peut, juste pour entendre encore un peu de texte. Le cam-franglais, je l'avais découvert au Cameroun. Déjà, en tant que Française, c'était pas complètement évident à deviner, et je m'étais beaucoup... Enfin, c'est d'une richesse incroyable, et donc il y a des passages en cam-franglais, ouais. Un mélange donc de français, d'anglais, et le Cameroun compte 300 langues, donc vous imaginez l'inventivité possible. Oui, c'est juste un petit paragraphe. Je me rappelle, j'ai traduit ça, je ne sais plus comment, enfin... et puis c'est Klaus Clausen qui avait fait la relecture de ma traduction, et puis il m'a rendu avec ses notes et ses commentaires, et puis il m'a demandé est-ce que c'est censé être si incompréhensible? C'est une très bonne question. Voilà, et je lui ai répondu oui, et il m'a dit ok. Ouais, c'est la question, c'est la question. En fait, c'est un peu même comme je vais pas me rappeler l'accent exact du cam-franglais. Derrière, c'est marrant, il y a le mot caterpillar, c'est Lewis Carroll qui nous fait un petit coucou. Je Wanda, c'est qui ce Kouesso? Et qui est-ce qu'il pousse les caterpillars? Est-ce qu'il mange le piment? Il se chasse, ce gars, ce Joe Amia. Fayameilos, fais quoi, faut parler là. Je porte mes tongs et ça lui sert. Iché, ce gars est mimba mal mauvais. Et lélé, Dios quoi là, c'est lalo, etc. Donc ça dure un paragraphe. Je me suis évidemment beaucoup amusée, mais sur place, j'avais noté énormément de choses que j'ai condensées dans un. Mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est un type qui s'énerve contre notre type et qui trouve que vraiment, comme on dit en français, il se la pète, quoi. Et qui se croit plus grand qu'il n'est. Et puis, quel chien vert, par exemple. Ça, c'est une insulte terrible au Cameroun. Quel chien vert. What a green dog. Je ne sais pas comment tu as traduit ça. Est-ce que tu as traduit quel chien vert en danois? Oui. Oui. Oui, parce qu'en français, c'est déroutant aussi. Oui. Ouais. Mais là, c'est un peu extrême, hein, franchement. C'est rare que ce soit aussi extrême. Ouais.
Mais comme ça ne vous a pas empêché de tomber en amour de cette jeune autrice londonienne, là, ne pas comprendre tout le sens ne nous empêche pas de comprendre très bien ce qui se joue à cet endroit-là. Et que ça va se solder par le fait que ce personnage quitte le tournage, puisque en fait c'est le réalisateur du film qui se la pète, et donc il décide tout simplement de quitter le navire après cette sortie. Oui, pardon, je voulais, parce que vous avez parlé de Monsieur Piot, pardon. Et justement, là, je disais qu'en danois, on n'a pas les genres masculin, féminin. Par contre, oui, c'est plus au niveau culturel qu'il peut y avoir une difficulté pour traduire le français. C'est que le vouvoiement et les formules, enfin, madame, monsieur, ça existe en danois. Et ça a été utilisé, mais on ne les utilise plus du tout. Tout le monde se tutoie, personne ne dit monsieur, madame. Et justement, monsieur Piotr, il s'appelle monsieur Piotr, c'est monsieur Piotr. Tout le monde dans le village, Solange, ses parents, tout le monde l'appelle monsieur Piotr. Et non, voilà. Et je me suis dit, mais l'équivalent en danois, ça ressemble à l'allemand. Monsieur, c'est Herr, madame, c'est Frau. Mais je ne peux pas dire Herr Piotr. Alors, je me suis dit, je regarde monsieur, le monsieur français, mais ça fait trop exotique ou bizarre ou français. Enfin, alors, je me suis dit, mais je trouvais ça génial. Enfin, tout simplement, je supprime monsieur. Il s'appelle Piotr. Ça marche, ça pourrait marcher en français même. Alors, j'étais toute contente. Je traduis jusqu'au moment où il y a l'endroit où la scène où ça commence à devenir vraiment très intime entre eux, enfin juste avant, où il y a l'ambiance est très très tendue. Et, oui, parce qu'elle le vous voit en plus, ce qu'on ne fait pas en danois non plus, enfin surtout elle, enfin, personne ne le fait. Et puis à un moment, il explose, il dit « Tu ne peux pas arrêter de vous voyer ?» Elle dit « Comment ça tu me dis « tu voilà. Et bon, je pense que j'ai dû traduire simplement tu ne peux pas utiliser mon prénom, arrêter de m'appeler par mon nom de famille, tu utilises mon prénom. » Mais là, il y a quelque chose qui se perd. C'est ça aussi dans la traduction. Il y a des choses qui se perdent. Après, il y a d'autres choses qui sont ajoutées ailleurs. Ou, même inconsciemment, sans le vouloir, on crée du nouveau en même temps. On ajoute des choses. Oui, voilà. pour compenser cette espèce de respect que Solange a pour cet homme qui est son voisin, plus âgé, qu'elle vous voit parce qu'il est un adulte, mais tout en étant pas si respectueuse que ça, finalement, avec cet homme-là. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je repensais à cette histoire de compensation, de déperdition, etc. Mais non, je repensais au titre en danois, mais je ne saurais jamais le dire, de truisme, même si ce n'est pas toi qui l'as traduit. Dans tout le plateau scandinave, ils avaient joué avec le sug et la suggestion. La truie, apparemment, se dit comment en danois? Oui. Et comment tu dis suggestion en danois? Ça ne marche pas en danois? Je ne me rappelle plus du titre en danois. En tout cas, en résumé, en suédois, je ne parle pas suédois, mais la truie se dit sug, S-U-G. Suggestion se dit suggestioner. Et donc, ils avaient dit suggestion, ce qui est pas mal, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? On entend truisme, suggestion. La truie. Bon, j'avais trouvé ça pas mal, assez malin. Et je pense qu'en danois, c'était la même astuce. Ah non, on ne peut pas faire ça? D'accord. Mais je ne parle pas danois. Mauvais exemple. Ouais. Mais par exemple, en portugais, ils avaient choisi Stranos perfumes, les parfums étranges. C'est pas bien, quoi. On est loin. Ouais. Et en allemand, Schweinerei, ce que je déteste aussi, c'est cochonnerie, ça tire le livre d'un côté où il va pas, en fait.
Et c'est un peu sensationnel, c'est un peu commercial. Et je sais que Frank Herbert était très mécontent. C'était pas du tout son idée, c'était l'idée de l'éditeur. Voilà. Et en espagnol, c'était marranadas, mais c'était chanchadas en Amérique latine, ce qui est beaucoup plus malin, chanchadas. Et en même temps, marranadas, c'est les marranes aussi, c'est les juifs qui avaient quitté l'Espagne. Et il y avait mais je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, parce qu'elle est marginale et elle est pourchassée de partout, mais c'est quand même pas du tout la même histoire, quoi. Donc les titres emmènent les livres dans des horizons de lecture, waouh, enfin, chanchadas, c'était assez marrant en Amérique latine, ouais. On a beaucoup parlé de Monsieur Bihotz. Je m'arrête un instant là-dessus. Je me demandais si, donc, qui veut dire en basque le cœur, et c'est effectivement l'un des seuls personnages qui a vraiment du cœur. Je me demandais si les noms, les prénoms qui me semblent avoir tant d'importance dans vos livres sont toujours traduits de la même façon, ou est-ce que vous essayez de récupérer là encore les connotations qu'il peut y avoir, par exemple, dans le prénom Rose, ce prénom élégant. Chez Rose, ça sent la rose. Voilà, il y a quelque chose d'un peu... Ben oui, heureusement, rose, c'est le même mot en danois. Donc, mais en général, je ne touche pas au nom propre. Au prénom, au nom propre. Non, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'un peu fantastique. Ou, enfin, non. Il y a une autre chose aussi, c'est que vous savez, pour vous qui lisez Marie Darrieussecq, ce sont des livres avec des sujets graves, des sujets de société, avec beaucoup de morts, de spectres, de fantômes, on en a parlé, mais aussi c'est des livres d'une très grande drôlerie qui sont parfois avec des scènes qui tirent du côté de la caricature, de la vraie farce. On rit franchement, mais vous savez que l'humour, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intraduisible. Alors là aussi, comment on fait Est-ce que vous avez souvenir de passages particulièrement retors où il fallait rendre cet humour-là, cette drôlerie? Je ne vois pas vraiment. Est-ce qu'on en avait parlé déjà? Non, je ne sais plus. Je crois qu'il y avait une... Ça, c'est dans Wyclef aussi. Il y a une scène où... les filles les copines sont ensemble et il y a, comment elle s'appelle, Conception, qui fait une blague. Et un jeu de mots avec pénis, péniche. Ah. Je me souviens plus de la blague. Je crois que j'avais trouvé J'ai inventé une blague, mais complètement nulle, mais vraiment tirée par les cheveux, tellement, voilà, parce qu'il fallait que... Avec le mot danois pour l'équivalent de chatte en français, mais j'ai réussi à construire un truc. Et puis Klaus l'a vu et on s'est mis d'accord pour simplement sauter ça, complètement supprimé, il n'y a pas de blague. Je ne sais plus si on t'avait... De toute façon, c'est un très bon éditeur et il faut voir aussi que, en particulier Clèves, mais beaucoup de mes dialogues sont fondés sur du pia-pia-pia en fait. Ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. La situation, c'est des très jeunes filles, gamines, femmes, qui s'essayent à parler... à base de poncifs qu'elles ont souvent pêchés dans des magazines féminins dans les années 80 ou de choses qu'elles ont entendues sur la sexualité, de ragots du lycée. Ça n'a pas d'importance en fait. Ce qui est important, c'est la tonalité, c'est le rythme et c'est que ce soit un peu drôle si possible. Et puis il ne faut pas rater les moments où ça va quand même agir sur l'histoire. Pour moi, la grande scène... je dis pia-pia avec tendresse et en plus c'est fondé sur mon journal intime de l'époque, donc voilà, j'assume vraiment tout ce côté un peu idiot, quoi. L'idiotie, c'est magnifique. C'est Yalta. Solange, quand donc elle écoute rien à l'école, Solange, elle est ailleurs et ça va l'amener d'ailleurs à avoir un bébé beaucoup trop tôt, c'est une catastrophe. Mais Yalta, elle voit la photo qu'on connaît tous des chefs d'État au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qui se partagent le monde comme un gâteau. Et elle voit tous ces hommes, parce qu'il n'y a que des hommes, il y a Churchill, il y a Roosevelt, il y a Staline, et plein d'autres conseillers autour.
ils sont tous. Alors, il y a ceux qui sont assis devant et ceux qui sont debout derrière. Et elle pense, c'est presque indicible en public, en fait. Les livres sont faits pour être lus. Voilà. Elle pense à leurs bits, en fait, les bits à Yalta. Et elle se dit, quand on va comme ça se partager le monde entre mecs, est-ce qu'on pense à sa bite? Est-ce qu'on l'a nettoyée le matin? Est-ce qu'on l'a mise dans un caleçon ou dans un slip? Enfin, elle se pose des questions que se pose. Enfin, en tout cas, moi, je me posais ce genre de questions à 14 ans. Et parce que voilà, c'est sidérant aussi, tous ces mecs qui prennent en charge tout ça, comme ça, le monde. Et ça, je pense que c'est traduisible en fait dans toutes les langues, parce qu'il y a de mémoire, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de... là, il y a du sens en fait, il y a vraiment du sens. Et je sais que c'est une scène qui... Paul Tchaikovsky-Laurence m'avait dit que ça avait fait beaucoup rire Emmanuel Carrère, que tu traduis aussi. On n'a pas exactement la même perspective sur l'histoire, Emmanuel et moi, mais on a la même traductrice en danois au moins. Ouais, c'est là aussi, elle parle de... Il y a tous ces mots que les filles découvrent, elles se demandent que c'est nympho. Il paraît que Delphine est une nympho. Pas exactement une pute, ni une salope, ni une fille facile. C'est plus sur le versant malade de la chose, explique Nathalie. Oui, et ce qui est aussi très important, c'est d'attraper le ton, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ces phrases trop au sérieux, et il ne faut pas non plus les rendre plus bêtes qu'elles ne sont. Donc ce sont des filles qui, très sérieusement, n'ont pas accès à des informations sexuelles. On est dans les années 80, on est avant le sida, et en même temps, elles vont se le prendre sur la gueule, très peu de temps après. Et on est avec des gamines qui ont le dictionnaire, les magazines féminins de leur mère et les blagues de cul de leur père pour s'informer sur la sexualité. Donc il faut aussi prendre la chose très au sérieux. Ça va les mener à des catastrophes, ce genre de mauvaises informations. Et en même temps, c'est drôle aussi, quoi. Machine, c'est une nympho. C'est quoi une nympho? Enfin, donc voilà, il faut trouver un chemin. C'est à prendre très au sérieux dans ce texte, mais dans tous les autres, puisque vous avez cette manière de toujours travailler ces expressions toutes faites, tous les clichés de la langue et tout ce qu'ils disent aussi sur le monde. Je pense à ce mot fourre-tout de migrant dans la mer à l'envers que vous interrogez beaucoup, à ce que ça veut dire quand on dit l'Afrique, qui ne veut rien dire en fait, il faut beaucoup aimer les hommes ou un homme de couleur, voilà, toutes ces expressions et ce qu'elles disent et à quel point elles sont problématiques. Peut-être une toute dernière question à chacune d'entre vous, parce que voilà, je ne voulais pas vous léser sur le temps de cette rencontre, comme on a commencé un petit peu en retard. Mais là, on a déjà beaucoup parlé. Peut-être simplement sur le fait, Marie Darrieussecq, que depuis quelques années, vous avez décidé de ne plus inventer de nouveaux personnages, mais simplement de puiser au réservoir de tous ces personnages créés pour Clèves. Donc voilà, faire une sorte de variation autour de ces figures. Donc qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée de décliner, de faire se métamorphoser, on parlait de métamorphose tout à l'heure, un même texte, un même réservoir de personnages. Et pour vous, Mette, qu'est-ce que ça change de traduire une œuvre qui, encore une fois, voilà, se décline et on retrouve les mêmes figures de livre en livre. J'imagine que c'est très différent de traduire un autre auteur, une autre œuvre. Mais ça rend d'autant plus précieux le fait de garder la même traductrice pendant plusieurs livres. Et effectivement, donc à partir de Clèves, qui est un peu le roman matriciel de cette série, c'est pas une série, hein, mais enfin de cette exploration. Ça, Fabriquer une femme est le 4e roman qui reprend Rose et Solange à des âges très différents de leur vie, et pas dans l'ordre en plus, mais bon. Et il y aura probablement un 5e livre sur les enfants de Rose et Solange. Il y aurait la place pour un 6e, mais je ne suis pas sûre de l'écrire, celui-là, sur un personnage, Arnaud en particulier. Mais peut-être ce sera le même livre. Il est méchant, hein, lui. Lui, c'est le vrai méchant de l'histoire. Ouais. Mais donc, ça rend d'autant plus pertinent d'avoir la même personne qui traduit, qui s'occupe de ces personnages d'une certaine façon. Voilà. Au fond, si on prend l'exemple, moi, j'aime pas du tout Elena Ferrante, mais elle a aussi ce souffle pour 2 personnages féminins, et je crois qu'à chaque fois, évidemment, c'est les mêmes traducteurs qui s'en occupent, et c'est parfaitement, c'est nécessaire en fait de faire toute l'amie prodigieuse par les mêmes personnes, quoi. Donc voilà.
Oui, oui, mais pour moi, c'est une chance énorme, un plaisir d'avoir pu te suivre comme ça en tant qu'autrice et de vraiment entrer dans cet univers, le connaître, apprendre à le connaître. Et, en même temps que ça change tellement d'un livre à un autre, ils se lisent indépendamment aussi les uns des autres. Et ça parle de des histoires très différentes, enfin, qui sont racontées juste dans le même monde, le même univers. Est-ce que vous avez l'impression de gagner peut-être en efficacité, en rapidité, du fait de cette familiarité avec les personnages que vous connaissez depuis si longtemps? Est-ce que ça vous aide à résoudre des casse-têtes qui auraient posé plus de problèmes? Peut-être, j'en suis pas vraiment consciente, sans doute. En tout cas, c'est très efficace pour moi de reprendre les mêmes personnages, de les faire évoluer. J'écrirai encore des livres qui n'ont rien à voir avec ces personnages. Hein, j'ai d'autres livres en tête qui ne les mettent pas en jeu. Mais ça va très vite pour moi parce que j'ai tout l'univers en tête. Je vois le paysage du village. Je vois pas du tout la tête des personnages, mais je vois des silhouettes. Et je sais par exemple assez précisément les cheveux qu'ont les personnages parce que ça fait partie de la silhouette. Mais je les reprends comme on ouvre une boîte de Playmobil, quoi. Hop, le personnage est tout prêt. Il n'y a plus qu'à le faire évoluer dans cette situation, dans ce moment, voire dans ce pays, puisque c'est au moins Solange voyage. Donc voilà. En tout cas, je crois que c'est un vrai plaisir pour nous, lecteurs, de les retrouver. On s'est dit, tiens, chouette, revoilà Solange, revoilà Thierry, revoilà Christian, revoilà tous ces personnages. À suivre alors, puisqu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses, à vous tous pour votre écoute. Évidemment, les livres sont en vente et puis il y a un pot de l'amitié qui nous attend également. Merci beaucoup. Merci. Merci, Maître. Merci beaucoup.